Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors j'espère que vous êtes en forme puisque dans cette vidéo on va aborder le sujet épineux des engrais de fond, de la nutrition de fond avec le phosphore et la potasse. Nous avons vu dans des vidéos précédentes les différentes formes d'azote, on a vu les différentes formes de soufre et surtout les impacts de ces produits-là sur nos sols, qu'ils soient sous forme organique ou chimique. On a parlé de la magnésie, on a parlé des amendements basiques, et là on va parler d'un pilier de l'agronomie. Moi je vais plus vous parler d'agrologie, pour vous expliquer notamment comment les engrais sont fabriqués de manière très simple, pour que vous puissiez voir les différences, et aussi les meilleures formes que l'on a apportées. Et ensuite on parlera vraiment techniquement si tout ça c'est vraiment bien nécessaire dans les proportions actuelles, c'est-à-dire en ne raisonnant que sur le besoin des plantes. Je pense que vous voyez sur quel point je vais arriver très rapidement à la fin de cette vidéo. Mais en gros, on va aborder l'un des plus gros mensonges de l'agriculture, et je pèse mes mots en le disant, puisque c'est quelque chose qui a fait dépenser énormément d'argent aux agriculteurs. Ça a été au départ une source d'évacuation de déchets de l'industrie, notamment avec les scories, qui continuent d'ailleurs toujours un petit peu. Et surtout, les proportions des apports ne sont pas du tout adaptées, puisqu'on n'a raisonné que par rapport aux besoins des plantes, et c'est déjà là qu'il y a erreur, car en fait on raisonne par rapport aux exportations. Alors, pour les agriculteurs et les non-agriculteurs, on va faire simple. Comment se passe ce phénomène-là? Depuis environ 70 ans, on a expliqué aux agriculteurs que les plantes avaient des besoins, c'est tout à fait vrai. On a concentré ces besoins au départ sur 3 éléments, N, P, K, azote, phosphore, potasse. Avec les années, se sont ajoutés quelques autres éléments, comme le soufre, que l'on n'apportait pas il y a encore 25 ans, la magnésie, les amendements basiques, mais ça c'est plus sur l'aspect amendement. Mais sur l'aspect nutritif, on était en gros à 3-4 éléments, guère plus. Et puis avec les années, on commence à parler d'oligo-éléments, etc. Alors déjà, la première différence, c'est que les éléments majeurs, c'est ceux, entre guillemets, qui sont présents en grande quantité dans le sol. Mais expliquer aux agriculteurs que de ne pas les apporter va pouvoir créer des problèmes forts sur les plantes, c'est une erreur, parce qu'il n'y a jamais des conséquences mortelles d'absence d'éléments majeurs, ce qui n'est pas du tout le cas avec des oligo-éléments, donc qui sont la majorité des autres éléments présents, qui sont eux présents en petite quantité, mais on les a justement dénigrés en disant qu'ils étaient en petite quantité, donc pas importants, et en réalité c'est tout l'inverse. Quand il manque parfois certains oligo-éléments, ça peut entraîner la mort de la plante, ce qui ne sera jamais le cas avec un manque de phosphore ou avec un manque de potasse. Vous rappelez quand même que la potasse, j'aurai l'occasion de vous en parler sur la vidéo sur les argiles, la création des argiles, mais la potasse, c'est le 5e élément de l'écorce terrestre. C'est un des éléments les plus présents dans les sols. Et pour voir suffisamment d'analyses de terre, je peux vous dire que globalement, en tout cas dans les régions moitié nord sur lesquelles nous travaillons, la potasse ne manque absolument chez personne. Elle est même souvent en excès, mais j'en ai déjà parlé, on est lié à des normes, donc ça c'est autre chose. Pour le phosphore, lui, c'est le 9e élément de l'écorce terrestre, donc en fait il est aussi présent partout, mais malheureusement, par rapport à la potasse, il est plus difficilement accessible. Et il a une fâcheuse tendance à se rétrograder assez vite, c'est-à-dire à devenir sous une forme insoluble. C'est ça que ça veut dire. Je vous rappelle que dans vos analyses de terre, les informations que vous avez sur les éléments présents sur l'analyse de terre, ce sont les éléments solubles à l'instant donné, c'est-à-dire une très très faible fraction de ce qu'il y a en réalité dans vos sols. Le syndicat national de l'industrie des engrais, le SNIE, dit en gros qu'il y a plus d'une centaine de tonnes, je ne vous donne pas le chiffre exact entre P et K, mais c'est plus de 150 tonnes à l'hectare en moyenne de présence de phosphore et potasse. Mais sur l'analyse de terre, ils ne sont pas forcément solubles, donc pas forcément visibles sur l'analyse de terre. C'est ça que ça veut dire. Comme je vous le disais, la meilleure analyse de terre possible vous donnera en réalité que 5% de la réalité de ce qu'il y a dans les 30 cm que vous avez mesurés. Et donc, on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais les enracinements des plantes vont bien au-delà des 30 cm. 30 cm, c'est un mois et demi de descente d'une céréale. Voilà, on va régulièrement à plus d'1 mètre, 1,50 m, même parfois presque 2 mètres dans certains sols. Donc ça veut dire aussi qu'on démultiplie la zone d'accès au phosphore, à la potasse présente naturellement dans les sols. Deuxième point de rappel très important, vous rappelez qu'en gros, la nutrition que l'on peut apporter par les apports extérieurs des engrais représente en moyenne à peine 20% de l'alimentation réelle de vos plantes en phosphore et en potasse. C'est-à-dire qu'en réalité, si on amène 100% chaque année, et c'est ce qui se passe avec le raisonnement d'agronomie, c'est-à-dire les lois, les règles que tout le monde adore, puisque c'est très confortable,
C'est de dire, il y a des besoins des plantes de 100 kg, on apporte 100 kg chaque année. C'est débile, puisqu'en réalité, les plantes, quand est-ce qu'elles consomment le plus de phosphore et de potasse? Quand? Alors le phosphore, c'est plutôt du démarrage de la plante jusqu'à la montaison, puisqu'en réalité, la plante n'est pas équipée forcément d'êtres vivants qui peuvent vivre en symbiose avec elle, comme les mycorhizes par exemple, qui vont aller chercher le phosphore rétrogradé dans le sol. Donc ça prend du temps. Et la potasse, c'est plutôt au moment des mises en réserve, donc la tubérisation pour les pommes de terre, la floraison pour la grande majorité des autres cultures. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on récolte quand même une grosse partie de nos plantes plutôt sèches, avec un degré d'humidité faible, et on ne dit pas qu'ensuite cette courbe de besoin redescend pour une restitution très importante au niveau des sols. Et donc c'est un paradoxe, puisqu'en réalité, si on laisse l'ensemble des résidus sur ces cultures en scope, donc en céréales, oléagineux, etc., les exportations sont très faibles. En tout cas, elles sont très facilement supportables par la nature, puisque d'ailleurs ça fait plus de 10 000 ans qu'on fait de l'agriculture et seulement 70 ans qu'on apporte des engrais. Il y a aujourd'hui sur le terrain des agriculteurs qui apportent beaucoup d'engrais, d'autres qui en apportent presque pas. C'est pas forcément l'idéal non plus. C'est-à-dire que l'idée de cette vidéo va pas être de vous dire on n'apporte plus d'engrais de fond, parce que c'est pas du tout ce que je vais vous expliquer. Alors le deuxième point, c'est donc ça, c'est de bien comprendre que les besoins finalement, il y a de la restitution, et même elle est majoritaire, et qu'en réalité en apportant les 100% chaque année depuis un certain nombre d'années important en agriculture, on a aussi créé du stock encore en plus que le stock déjà existant. On a l'exemple concret, il y a des régions de France où il y avait des carrières de potasse. Les kaolinites, par exemple, qui sont des formes d'argile, contiennent du kaolin. Le kaolin, c'est une forme où est présent la potasse de manière importante. C'est des argiles un petit peu colorées vertes là qu'on a dans les Ardennes, par exemple. Je donne un exemple qui me vient comme ça en tête. On a ça aussi un peu plus au sud, par ici. Et indirectement, c'est des argiles qui contiennent énormément plus de potasse que d'autres. Et pourtant, avec le raisonnement du besoin des plantes qui est majoritairement diffusé auprès de vous, les agriculteurs, bien finalement on ne s'occupe plus du sol, c'est un prétexte l'analyse pour finalement rapporter 200, 300 unités sur des cultures dites exigeantes comme la pomme de terre, la betterave, le maïs, etc. Alors c'est vrai qu'un maïs en silage, une betterave est récolté en réalité où on exporte des kilos de phosphore et de potasse, mais en aucun cas ça met en péril le sol qui forcément en est largement constitué. Et aujourd'hui on a créé de telles réserves que d'ailleurs au niveau mondial, on a à peu près encore une 50aine d'années possibles d'apport de phosphore et potasse. Et je suis assez curieux de savoir ce qui va être dit ensuite par les institutionnels sur ce fameux mensonge qui a conduit à des consommations dans notre pays assez fortes par rapport à d'autres pays qui raisonnent déjà sur des petites quantités localisées, etc. Donc ça c'est pour démystifier déjà le premier point, qui est ce raisonnement qui ne tient pas la route. Le raisonnement exportation ne tient pas la route parce que si on l'emploie pour le phosphore et la potasse, il faut l'employer pour tous les éléments que les plantes exportent. Et il se trouve que les plantes ont besoin de 28 éléments en gros pour fonctionner, avec les 4 qui sont gratuits, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote dont je vous ai déjà parlé. Donc ça fait 32 éléments au total. Et bien si on raisonne exportation, il faut apporter ces 32 éléments, sinon c'est pas cohérent. Et on est justement dans cette incohérence où maintenant des petits gourous vont venir vous dire apportez cet oligo-là parce que ça joue sur ça, etc. Déjà, c'est très difficile de dire que tel élément joue sur ce facteur-là. En réalité, les 32 éléments travaillent ensemble et l'idée, c'est d'avoir un petit peu un ensemble harmonieux. Et il se trouve qu'à concentrer nos apports sur quelques éléments, comme le phosphore, la potasse par exemple, on a aussi occupé la capacité d'échange cationique que vous connaissez tous très bien. On l'a occupé majoritairement par ces éléments-là, parce qu'il se trouve par exemple que la potasse est un des éléments préférés qui se colle le plus facilement dans votre réservoir du sol. Et quand il y en a de trop, il pousse les autres éléments vers l'extérieur, et notamment l'hydrogène. La potasse est en partie responsable de l'acidification. Elle a un rôle sur l'acidification. Donc vous voyez, c'est pas si simple. Alors sur l'argile, vous verrez, je vous expliquerai aussi que le sol a des fournitures de phosphore et de potasse naturelles par les êtres vivants du sol. Et c'est là-dessus qu'on va jouer pour baisser avec le temps l'ensemble des engrais. C'est la cohérence qu'il y aura dans l'enchaînement de ces vidéos, c'est que contrairement à certains, c'est comme je fais plus de fongicides, ça va se régler tout seul, ou je mets plus d'engrais de fond, ça va marcher tout seul. Non, ça marchera jamais comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, de faire une impasse une année en potasse ne peut pas avoir des conséquences, par exemple sur votre rendement de l'année d'après. Ça aussi, c'est un vrai mensonge. Alors revenons maintenant aux deux éléments, phosphore et potasse. Il se trouve qu'on pourrait essayer de recycler les éléments minéraux de notre sol, comme le phosphore ou la potasse, en mettant des plantes, et c'est ce qu'on essaye tous de faire, à la fois les plantes que l'on cultive, qui recyclent et vont extraire du phosphore et de la potasse, mais aussi des couverts végétaux, etc. Ben, il se trouve qu'on arrive facilement à recycler de la potasse, on peut arriver avec des couverts très simples à avoir plus de 150 unités de potasse de recyclage.
qu'on est capable d'extraire et de remonter en surface et donc de mettre sur le dessus du sol et donc de l'avoir rendu soluble. Par contre, le phosphore, quand on fait 25-30 unités, c'est un des éléments très difficiles à recycler et donc à aller chercher. Ça prend plus de temps qu'il n'y paraît. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est que les plantes savent aller chercher de la potasse, par exemple, à plusieurs centimètres presque indirectement, en tout cas plusieurs dizaines de millimètres, ce qui ne sera pas le cas pour le phosphore, où le phosphore a besoin d'être à moins de 2 mm, 2 mm et demi, des racines pour pouvoir être arraché au sol, pour pouvoir être pris par le sol. Donc c'est très important de comprendre que c'est déjà une différence entre ces deux éléments. Alors concernant la potasse, si très facilement on peut se passer de potasse, puisque c'est un constituant facile à extraire et surtout présent dans les sols et facile à recycler, en tout cas si on en apporte, ce sera sous une forme bien particulière dont je vais vous parler juste après. Pour ce qui est du phosphore, on voit que c'est beaucoup plus difficile de pouvoir complètement supprimer l'apport en phosphore, notamment dans les sols qui sont très acides ou les sols qui sont très basiques. Ce sont les deux extrêmes qui posent problème pour cette rétrogradation du phosphore. Par exemple, on sait que si on apporte du phosphore dans un sol calcaire, en moins de 3 à 4 semaines, celui-ci peut se réassocier avec son copain du départ, qui est le calcium. Alors justement, ça nous entraîne vers la fabrication des engrais. Comment sont fabriqués les engrais phosphatés, par exemple? Eh bien, en réalité, ce sont des carrières de phosphate tricalcique ou bicalcique, c'est-à-dire qu'avec le phosphore, il y a du calcium qui est collé avec. Et évidemment, l'idée de la fabrication, ça va être d'enlever ce calcium pour n'avoir que le phosphore. Et comment on fait ça? On fait des bains, on va tremper le minerai phosphate tricalcique ou bicalcique dans des bains d'acide sulfurique. C'est pour ça que le premier bain va nous amener des produits qui vont jusqu'à 18-20% de titrage de phosphore, qui contiennent souvent du soufre, le soufre de l'acide sulfurique, et aussi encore du calcium. Donc ça, vous trouvez ça sur les marchés assez facilement, mais c'est un engrais qui est plutôt à réserver dans des sols plutôt un peu acides, jusqu'à des pH de 6,5, car sinon il a un petit peu du mal, contenant encore du calcium, etc., à être disponible facilement, il va se rétrograder très vite. Et puis de cette transformation-là va créer un nouvel acide qu'on appelle l'acide phosphorique, et qui va pouvoir être utilisé pour aller jusqu'au fameux Super 46, qu'on appelait même vulgairement en plaine de l'acide phosphorique, ce qui était un non-sens aussi. Mais vous voyez, il faut bien comprendre comment ça marche. Alors plus vous allez vers une acidification comme ça de ces produits-là, pour enlever le calcium, vous vous retrouvez avec un phosphate soluble et surtout rapidement actif qui monte jusqu'à 46% du produit. D'accord? On regarde, c'est la solubilité dans l'eau qui nous donne une indication précise, parce que dans vos sols, c'est important que ce soit rapidement accessible. Par contre, ce phosphore soluble, lorsqu'il est disponible dans tous les types de sols, basiques, acides, c'est vrai que les superphosphates ont cet avantage-là, c'est ceux qui sont les plus proposés aux agriculteurs. Et on a observé, nous, sur le terrain, une meilleure efficacité encore quand on combine ce phosphate soluble avec de l'ammoniac, ce qu'on appelle le DAP ou le phosphate d'ammoniac. Là, on est encore plus performant en termes d'efficacité. Donc, vous vous doutez bien qu'un produit comme ça, soluble, qui est rapporté dans un sol où il y a beaucoup de calcium soluble, il va se réassocier très facilement et redevenir ce qu'il était dans la carrière, c'est-à-dire un phosphate bicalcique ou tricalcique. C'est un petit peu ce qui se passe et ça se voit pas à l'analyse. Et depuis 70 ans qu'on apporte du phosphore, on a sous nos pieds des vraies carrières de phosphore, mais pour ça, il faut des sols vivants, capables d'aller extraire ce phosphore, apporté chimiquement. Capables de l'extraire, c'est notamment les mycorhizes et le problème, qui sont des champignons, dont je vous ai déjà un petit peu parlé, qui vivent en symbiose avec les racines. Le problème, c'est que les mycorhizes ne supportent pas le phosphore, en tout cas les quantités importantes, et ils fuient. Donc c'est vraiment quelque chose d'important de comprendre que c'est un produit très minéralisant, puisqu'aujourd'hui, un kilo de phosphore va minéraliser 50 à 60 kg de carbone, de matière organique. Donc c'est vraiment un produit que moins on en met, mieux on se porte. Alors on a vu qu'il fallait qu'il soit très proche de la plante pour être utilisé, donc un phosphore ne s'apporte pas en surface, il a trop d'effets pervers, ne s'apporte pas à des périodes inutiles comme au printemps, on n'apporte pas un phosphore sur un blé par exemple qui est déjà équipé pour aller chercher le phosphore du sol. Le phosphore en haut ne va pas descendre aux 2 mm de proximité nécessaire avec les racines. Donc vous comprenez, il y a déjà beaucoup d'erreurs dans la façon dont on apporte le produit. Alors pour le phosphore, je vais en rester là, vous dire qu'il est difficilement recyclable, vous dire aussi que la vie du sol, les vers de terre anéciques notamment, participent aussi à sa mise à disposition. C'est encore plus vrai pour le deuxième élément, qui est la potasse. La potasse, aujourd'hui, il y a deux formes disponibles sur le marché. Il y a les chlorures de potassium qu'il faut absolument proscrire. Ça n'a aucun sens d'apporter des chlorures de potassium en ce moment, après l'été, pour une betterave, un maïs, et en plus,
en focalisant, en mettant toute la dose pour plusieurs années, comme si ça se stockait, comme si ça allait être bon pour vos sols. C'est pas bon du tout, puisque comme je vous l'ai dit, la potasse va virer d'autres éléments de votre réservoir et vos plantes ont besoin d'autres éléments et pas que la potasse. Alors il y a un rapport qui est connu entre la magnésie et la potasse, mais bon, c'est bien de le savoir, mais c'est pas ça le plus important. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la potasse, en gros, si vous devez en apporter, c'est une potasse soluble qu'il faut utiliser, donc les chlorures, il faut oublier, ils n'ont pas d'effet sur l'année N, contrairement à ce qui est dit. Apporter un chlorure de potasse ne va pas avoir une conséquence si vous en amenez ou pas sur la betterave ou le maïs qui suit, ça c'est pas vrai, hein, c'est dans l'esprit, c'est dans l'inconscient collectif, c'est un réflexe parfois de commerciaux qui peuvent dire « Ah bah on connaît des gars, ils en ont pas mis, nanana », donc ça c'est pas vrai du tout. En tout cas, dans les quantités, 200-300 unités pour quelle que soit la culture n'a aucun sens, donc 300 kg, ça n'a aucun sens. Il faut revenir à des choses plus logiques. Donc la forme soluble de la potasse, c'est le sulfate de potasse, c'est la forme la plus noble, celle qui va être immédiatement disponible. Alors il y a les polysulfates, il y a plein de produits aujourd'hui qui en contiennent, il y a les vinasses, il y a des choses vraiment intéressantes où on peut avoir, ou dans les écumes, etc., ces formes-là, phosphore ou potasse, on peut avoir des formes organiques hein, qui sont moins rétrogradables, donc ça aussi c'est intéressant. Le phosphore organique sera moins vite retransformé en insoluble qu'un phosphore chimique qu'on pourrait apporter. Donc la potasse, si on l'apporte, ce sera plutôt près des besoins. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé des besoins qui sont la floraison, les périodes de mise en réserve, la tubérisation, les graines. Ce phosphore soluble-là, ce sulfate de potasse, on peut réduire la dose quasiment par 5 à 10 par rapport à un chlorure de potassium. D'apporter du sulfate de potasse permet de réduire les doses de manière très importante et d'apporter du soufre avec, ce qui n'est jamais négligeable, surtout pour des cultures de printemps exigeantes, hein, que ce soit les betteraves, les pommes de terre, etc., ce qui va vous stimuler votre sol. Donc c'est quand même important de comprendre. Et puis ensuite, on a la fourniture par le sol naturelle. Donc je vous ai dit tout à l'heure, on peut facilement recycler 150 unités de potasse dans des couverts végétaux. Le ver de terre, par ses terricules, j'aurai l'occasion d'en parler cet hiver, mais va vous libérer aussi énormément de potasse. On peut estimer aussi, dans certains cas, si on a une population suffisante, d'avoir presque une centaine d'unités qui peuvent être libérées comme ça dans les sols, simplement par la mise en solubilité par tout le tube digestif du ver de terre qui est rempli de micro-organismes. Donc vous voyez, par la vie du sol, en fait, on est en autonomie et on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Alors, pour conclure, parce que le temps passe, je vous dirais déjà que ces éléments-là, si vous devez les amener ou parce que vous avez un sentiment de sécurité en le faisant, etc., ce sont pour le phosphore les formes les plus solubles, super 46, phosphate d'ammoniac, c'est souvent l'idéal. Ça s'apporte du semis à la montaison, c'est-à-dire ça s'apporte en localisé au semis, c'est l'idéal pour avoir tout de suite la proximité avec les plantes. Et aujourd'hui, 20 à 25 unités, toutes cultures confondues, de phosphore sont amplement suffisants. En tout cas, avec l'expérience que nous en avons depuis maintenant presque une vingtaine d'années, ça se passe très très bien dans tous les types de sols, même ceux avec des teneurs mauvaises, etc. On aura l'occasion de refaire une vidéo sur ce sujet, puisque je ne pourrais pas tenir dans une vidéo assez courte de vous parler de ça. C'est un très vaste sujet. Pour la potasse, on va sans doute la réserver aux cultures exportatrices, c'est-à-dire maïs en silage, betterave, pommes de terre, etc. Et on dépassera rarement les 50 unités de sulfate de potasse, c'est-à-dire en gros 100 à 200 kg maximum des formes produites de sulfate de potasse qui seront amplement suffisantes. Voilà, on est monté sur certaines cultures en sol très compliqué avec des CEC petites, très calcaires, à une centaine de kilos de potasse sous forme sulfate de potasse pour des pommes de terre, mais c'est vraiment le maximum. Votre sol vous dira merci, car il n'aura pas l'intoxication de ces excès de produits souvent assez virulents. Hein. Ce sont des gros minéralisateurs, surtout pour le phosphore, qui nettoie les champignons. Et c'est le paradoxe d'entendre dans beaucoup de réseaux d'agriculture de conservation, de localisation, de tout un tas d'apports de produits. Le phosphore est vraiment en partie l'ennemi des sols, mais il est malheureusement souvent très très important. D'ailleurs, dit qu'on est en semi-direct et qu'on ne met plus assez de fumure de fond, ça se voit tout de suite sur l'aspect phosphore avant de se voir sur l'aspect potasse. C'est vraiment le phosphore en toute petite quantité qui reste un levier important de la production. Alors j'ai essayé d'être simple. C'est un sujet très vaste, je voulais qu'il tienne dans une vidéo le maximum de choses. Mais voilà, mon discours n'est pas de dire il ne faut plus rien mettre, mais il est clair qu'on a aujourd'hui des réserves pour les 200 ou 300 ans à venir dans nos sols, quels que soient les types de sols. Par contre, c'est soumis à des enracinements suffisants, à un sol qui ne soit pas divisé en horizons horizontaux, qui soit bien d'une entièreté verticale et structurale, qu'il y ait la faune et la flore qui sont, eux, les éléments qui vous permettent de rendre solubles toutes les réserves de vos sols et aussi de transformer une partie de ceux que vous leur amenez. Et puis je vous en prie, arrêtez tout ce qui est nettoyant.
Et je préciserai même que beaucoup d'engrais aujourd'hui de fond contiennent beaucoup de sodium, beaucoup de sel, ont des aspects très pervers sur le sol et très négatifs. Et vous rappelez, et ce sera ma conclusion finale, que si vous voulez rendre un sol minéral, c'est-à-dire complètement mort, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'ait plus de fonctionnement du vivant, plus d'activité biologique, apportez des grosses quantités d'éléments minéraux comme ça et vous transformerez votre sol en support inerte, ce qui n'est pas, je pense, l'objectif de la plus grande partie d'entre vous, qu'ils soient agriculteurs d'ailleurs ou jardiniers, puisqu'il y a les mêmes excès parfois dans les jardins. Donc vous voyez, les engrais de fond, à notre humble avis, aujourd'hui, on en a la preuve, on a fait remonter chez beaucoup de partenaires des teneurs à l'analyse de terre, c'est pour vous dire, avec toute la réserve qu'il faut avoir, en ne mettant plus ou très très peu de ces engrais de fond, souvent plus de potasse et des apports très très faibles, mais annuels de phosphore, pas de mise en réserve, ça ne marche pas, on ne met pas en réserve de la potasse, on ne met pas en réserve du phosphore, ça ne marche pas. Et si ça fonctionne, c'est parce qu'en réalité, il n'y en a pas besoin dans les proportions qui ont été expliquées. Voilà, alors après, je suis ouvert à discussion dans la mesure de mon possible. Bon, sachez que c'est lié aussi à notre expérience, à notre recul, à aussi la preuve sur le terrain de beaucoup d'agriculteurs que l'on a côtoyés toutes ces années. Et on n'est pas dans l'idéologie de dire qu'il ne faut rien mettre, il faut un sol vivant pour gagner en autonomie, ça c'est le premier point. Voilà, donc j'espère que ça vous a apporté des informations, c'est difficile de faire plus court. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. En tout cas, merci pour vos commentaires. Les vidéos techniques sont souvent pour moi les plus importantes par rapport aux vidéos tas de ferraille et tout ça, mais bon, c'est important d'en parler malgré tout puisqu'on sent que c'est déjà une grosse charge dans l'entreprise, le matériel, et que parfois, si on peut aider à apporter un raisonnement qui a été le nôtre, c'est pas du tout des exemples, et puis je rappelle à certains qu'il n'y a aucun sponsoring ni quoi que ce soit, il manquerait plus que ça. Allez, à bientôt les amis!